Hey, oh, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment, bienvenue sur WSL. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Rigo, take a seat, non? Les mounous. Khaled Dorelo Soke Minewara. Amanya. PDG, c'est du Soninke. Ha, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une icône, un acteur, un producteur, un entrepreneur, un philanthrope. Et je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter ici. L'homme que l'on nomme Pascal Legitimus. Salut Pascal, comment tu vas? Ça va bien, je vais essayer de parler comme toi, Non. avec la pêche. Eh man, ça va. Non. Je suis... Non, oh, c'était naturel. Ok. Bonjour, je m'appelle Pascal Legitimus, je suis un être humain avant tout. Comment ça va? Bon, ça va très bien, moi, de mon côté. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, Pascal. Sache que c'est un honneur de te recevoir, sincèrement. Pourvu que ça dure. Effectivement. Est-ce que tu peux te présenter, Pascal, s'il te plaît, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, mais c'est la tradition chez We Hustle. Je m'appelle Pascal Legitimus, je suis d'origine arménienne par ma mère et antillaise par mon père. Et par mon père en remontant, c'est l'Éthiopie, donc forcément un lien avec l'Afrique. Bien. Et un lien avec le Caucase. Donc je suis d'origine caucase, cocotier. D'accord. Et je suis né à Paris, né dans une famille correcte, modeste. Voilà, je suis né de 4 enfants. Mhm. Mon père était comédien et musicien, et ma mère était couturière. Voilà, au-dessus, il y a ma grand-mère Darling Legitimus, Mhm. qui était une comédienne, qui était une femme assez entreprenante, parce qu'en plus, elle a gagné un prix en interprétation à Venise. Bien. Donc, c'était, on va dire, la deuxième femme noire au monde à gagner un prix après Hattie McDaniel, celle qui jouait dans Autant n'emporte le vent. D'accord. Bref, tout ça pour dire que je suis donc Pascal Legitimus, je fais partie des Inconnus. Je suis Mhm. un tiers du groupe des Inconnus que nous avons créé en 1985. On va y venir. Voilà, voilà, je me présente. Je suis avant tout comédien, j'écris beaucoup, Bien. je réalise, je produis. En fait, tout ça, le point commun de tout ça, c'est la transmission. Parfait. Parfait. Et ben, t'es là pour ça. Et je te remercie une nouvelle fois. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas au théâtre? Alors, quand j'étais gamin, à l'âge de 2 ans, j'avais une maladie des os. Tout à fait. Voilà, et effectivement, comme je l'ai souvent dit, depuis peu, mon père et ma mère m'ont mis dans un sanatorium pour enfants pour que je reçoive du soleil, la vitamine A, vitamine D, vitamine Exact. E. Donc pendant 2 ans, hélas, je n'ai pas pu voir mes parents parce que j'étais loin, j'étais dans le sud de la France. Exactement. Donc il y avait une carence affective qui s'est mise en place, et quand je suis revenu à l'âge de 4 ans, mon frère était né. Mhm. Et donc, on appelle ça le complexe de Beat, sans faire de jeu de mots. Et donc, mon frère a pris ma place, symboliquement. Mhm. Et donc, j'étais mutique, introverti. Et mon père, intelligemment, s'est dit, bon, ce gamin-là, il faut qu'il sorte de sa torpeur. Et m'a fait faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Et j'y ai pris goût. Et puis voilà, ça m'a fait du bien. D'accord, parfait. Moment tragique, quelques années après, à l'âge de 15 ans, tu as perdu ta maman. Hélas, oui, parce qu'elle est morte d'un cancer de l'utérus. Mhm. Et à l'époque, c'était difficilement guérissable. Mais je l'ai accompagnée, et elle m'a dit une phrase qui m'a servi, mais qui m'a un peu plombé au départ. Juste avant qu'elle décède, elle m'a dit « Tu es l'aîné, je compte sur toi ». Donc, avec une phrase comme ça, tu as une chape de plomb qui s'abat sur toi. Et du coup, très vite, j'ai eu le sens des responsabilités en tant qu'aîné de la famille. Donc, pendant quelques mois, presque une année, je me suis occupé de mes frères et mes sœurs. Mon père a rencontré quelqu'un, Marie-Thérèse. Absolument. Et voilà. Et puis donc... Alors, c'était une carence affective qui m'a fait du mal, parce que vis-à-vis de la femme, il y avait toujours un besoin d'être aimé, que j'ai vite soigné, parce que je me suis dit, c'est ridicule, parce que je suis dépendant de quelque chose. Donc, mon père m'a dit, les femmes, ça se respecte,
Hein, il ne faut pas oublier que nous venons de la femme, Absolument. celle qui nous conçoive. Donc, il y a toujours eu un respect vis-à-vis de l'autre. Mais autour de moi, il y a eu beaucoup de femmes dans mon entourage, aussi bien professionnel, amical et, on va dire, scientifique, médical. Voilà. C'est le besoin, pour terminer, d'être entouré de référents féminins. D'accord. Est-ce que c'était le départ d'une seconde vie? Je veux dire, parce que tu as très vite pris conscience que il fallait que tu sois, entre guillemets, quelqu'un. Du moins, tu subviennes aux besoins de ta famille, de tes frères et sœurs. J'avais inconsciemment, dès l'âge de 12 ans, une sensation prémonitoire qui me disait « ça va bien se passer ». Oh. Une confiance en soi latente, malgré l'environnement qui était compliqué, parce que moi qui voulais être acteur, il y avait toujours T'étais timoré. J'ai vu que t'étais... Oui. Ouais. Ouais, j'étais timoré. Enfin, j'étais pas ce que je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, je me suis construit au fil des années. Mais j'ai pris conscience qu'il y avait une petite voix qui me disait « ne t'inquiète pas ». Comme un ange ou un petit doigt qui te dit « t'inquiète pas, avance. Tu es sur la bonne voie, fais les choses qu'il faut. Voilà, il faut choisir, faire les bons choix. » Et effectivement, alors, je suis né un vendredi 13. Je ne sais pas si c'est lié, si on est superstitieux. Mais le chiffre 4, 3 et 1, 4, m'a souvent accompagné. J'ai habité au 44 de la rue de Tolbiac, j'étais au 8 d'une autre rue, et le chiffre 3 ou 4, 3 plus 1, est souvent là. Et le hasard a voulu que les inconnus, c'est 3, donc toujours la Trinité, tu vois. Je ne suis pas croyant, mais j'ai la foi. C'est important d'avoir la foi. En tout cas, je ne crois pas au dogme des gens qui sont entre Dieu et, on va dire, une présence divine, qui font le commerce de la religion, mais j'ai une foi très très profonde, et cette foi m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui, et de me dire, effectivement, aie confiance en toi, avance tranquille. D'accord. Et du coup, sans transition bien évidemment, mais ça faisait quoi d'être noir dans les années 60, 70? Alors, le problème, c'est que je ne suis pas noir. Métis? C'est là où ça se complique. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans mon spectacle précédent, Alone Man Show, où j'expliquais mes racines arméniennes et antillaises, donc je faisais rire avec ça. Quand on me voyait, on me disait « Mais toi, t'es arabe, toi ?» J'étais algérien, je dis « Non. » Marocain ? Non. Tunisien ? Non. Tu viens de l'Inde ? Non plus. Brésilien ? Parce que tu joues de la guitare ? Je dis « Non plus. » Mais t'es d'où ? Je dis « Je suis né à Paris. » Ton père, il est où ? Il est né à Paris. Donc les gens n'arrivaient pas à me situer. Et quand je disais que j'étais arménien et antillais, on disait, mais arménien, c'est quoi? Enfin, tu vois, il y avait toujours une espèce de curiosité. Donc, j'ai eu du mal à me faire accepter parce que les gens ne me positionnaient pas tout de suite. Okay. Et comme je dis souvent, j'ai la couleur entre deux chaises. Donc, j'ai dû m'imposer, travailler plus pour que les gens m'acceptent, moi, humainement, et non pas en fonction de ma couleur de peau. Voilà. D'accord. Parce que moi, la première fois que je t'ai découvert, c'était dans le film Black Micmac. Ah oui, je fais une apparition. Oui. C'est la première fois, en fait. Tout à fait. D'accord. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu as retenu de ce film, même si c'était une apparition, mais qui, moi, m'a interpellé déjà? Parce que nous, c'était le film. Hein. C'était bien The sûr. Film, bien The sûr. Movie. Ouais. Tu comprends et pour le coup, c'est un film qui, avec le recul, je me demande s'il se moquait pas un peu des Noirs. C'est pas ou c'est moi qui pousse un peu le bouchon un peu trop loin. Alors, il faut... T'as tort et t'as pas tort. Dis-moi. Il faut savoir que l'humour, c'est d'abord de se moquer de soi-même. C'est ça l'humour. Quand tu te moques de toi-même, après tu peux te moquer de ton environnement. Si quelqu'un se moque de toi, ça devient du racisme. Black Micmac, c'était une autodérision du black sapeur qui débarque à Paris, parce que c'était la mode à l'époque. Ouais. Et donc, c'est vrai que dans la manière dont jouait Isaac de Bancolé, qui est donc le héros du film, exact, était un peu excessive, mais il se sert de ça. Il y a des moments où il joue le black, il en fait 15 tonnes. Et après, il redevient naturel, parce qu'il sait que ça plaît, ou il sait que c'est comme ça qu'il peut passer entre les filets des emmerdes. Donc, à ce niveau-là, il y a de l'humour. Après, c'était bien de faire comprendre à la population, à Madame Chouillu qui habite dans le Berry ou dans le Cantal, qui n'a pas vu de noir de sa vie, ça existe, des gens qui n'ont pas vu un noir, à part la télévision, d'avoir une représentation visuelle et de se dire « Ah, ça existe ». Donc, c'est important comme l'histoire est importante, c'est important de représenter ce que nous sommes. Voilà. Non, parce que moi, j'ai en tête, pour parler du film 2 secondes, mais j'ai en tête l'image du marabout.
Ouais. Tu vois, j'ai plein de passages qui me viennent à l'esprit parce que je t'explique, c'était vraiment le film à la maison, hein, Black Oui, Myth je vois Mac. très bien, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on voyait des scènes, à l'instant T, on rigolait, on se marrait, mais aujourd'hui, je me dis, purée, mais en vérité, ils étaient en train de se moquer de nous, non? Non, comme je t'ai dit, c'est pas se moquer, c'est de montrer ce qui existe, Ok. tout simplement. C'est une réalité, et la réalité est pire que la fiction, parfois. Mhm. Souvent, hein. Ouais, non, pas faux. Moi, quand je fais l'antillaise, Marie-Thérèse, Ouais. il y a des antillaises qui m'ont dit « Ouais, vous nous stigmatisez à cause de vous, maintenant on nous appelle toutes des... comme s'il y avait que ça. » Je dis « Mais c'est de l'humour, madame, je vous attaque pas. Mais allez dans les hôpitaux, ça existe. Donc je reproduis ce qui existe. D'accord. Donc je décale un tout petit peu, il y a un aspect clownesque, Ouais, bien pour sûr. que ça soit drôle. Ouais. Mais je restitue une réalité. Donc je n'invente rien. Mhm. Pour terminer, une fois je suis allé au cadastre aux Antilles pour récupérer un papier, j'étais avec mon frère, et il y a une antillaise qui arrive comme ça, tranquille. « Bonjour monsieur légitime, qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis « Voilà, il faut un papier pour le notaire, enfin un truc d'avocat. » Ouais. D'accord, elle va chercher le papier. Pop, 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 pop. Mais je suis assez pressé, madame. « Ouais, je me dépêche. » Pop, 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 pop. Elle revient. Toi, tu ris. Pourquoi tu ris? Parce que t'es fort. Ben voilà, elle revient. Voilà, j'ai votre papier. Voilà, ça c'est votre papier. Ben, je Ouais. peux le récupérer? Non, pas tout de suite. Parce qu'il faut que je vous l'envoie par la poste. Il faut que je mette le tampon. Je dis, ok. Bon, mais alors, vous le postez quand? Je le poste demain. Mhm. Mais je l'aurai quand? Ben, si je le poste demain, vous l'aurez la semaine prochaine, dans 15 jours. Ok. La semaine prochaine, dans 15 jours. C'est une phrase que tu n'inventes pas, ça. Ouais. Si je mets ça dans un sketch, ça va faire rire. Exact. Mais c'est la réalité est pire que la fiction. Bon. Donc, ceux qui nous disent, oui, vous nous stigmatisez, vous vous moquez, nous les Africains ou les Antillais. Ouais. Non, c'est un hommage. D'accord. Bon, chapitre clos. Je voudrais que tu me parles de ta rencontre avec tes comparses. Les deux abrutis, là. Exactement. Didier et Bernard. Ouais. Oui, bah, écoute, Alors, il se trouve que moi, j'ai travaillé avec Didier Bourdon avant le théâtre de Bouvard. Donc, D'accord. J'ai joué dans un spectacle de café-théâtre qui s'intitulait Phèdre à repasser de Pierre Dac. D'accord. Donc, il y avait déjà un jeu de mots. Didier sortait du Conservatoire national supérieur d'art dramatique et Didier a joué avec Bernard dans un autre spectacle au théâtre de 10 heures qui se trouve près de Pigalle. Donc, on se connaissait avant. Et on s'est retrouvés tous les trois au théâtre de Bouvard en 82 et on est restés ensemble 2 ans dans cette émission qui a été une émission incroyablement populaire parce qu'elle était très, très médiatisée. Tous les jours à 8h moins quart, il y avait 25 millions de personnes qui nous regardaient. Donc et je crois qu'on a un des records de l'audimat à 52%. D'accord. On est parti en 84 pour former le groupe Les Inconnus, mais à l'époque, on était 4. Smaïn a fait un court passage avec nous, mais comme il avait déjà une envie de faire du one-man, il est parti, on s'est retrouvé à 4. Le 4e, c'était Seymour Bruxelles, celui avec qui j'ai démarré avant au Café Théâtre. Lui, il nous a quittés en 88 pour des raisons personnelles, et on s'est retrouvé à 3. D'accord. Et à partir de le 5 mai 89, on a démarré notre premier spectacle à 3 au Palais Royal. Et là, après, c'était le Ça y est. turbo. D'accord. Voilà. Mais c'était quoi la relation à 3? Puisque généralement, c'est des duos. En fait, on s'est retrouvés là par affinité artistique, Ok. par amitié aussi, parce que voilà, ce sont vraiment des amis, des potes. On a fait ce qu'on appelle les galas galères, tu sais, on a tout vécu ensemble. Et on était ensemble 26 heures sur 24 à bosser, à écrire, à réfléchir. Donc c'est une amitié avant tout, certainement même. Et ensuite, 3 potes qui ont la même vision, le même regard sur la société, mais une manière différente de s'exprimer. Et on est complémentaires. C'est clair. Alors Didier il est con, Bernard Play et l'autre, moi je suis menteur. C'est clair. Mais je confirme. Hein. Mais plus sérieusement, pour le coup, traiter des faits de société, ça vous a toujours interpellé ça dès le départ? C'était la marque de fabrique? Non, en fait, on est d'abord des consommateurs. Ok. Hein, des consommateurs. C'est-à-dire que on est des êtres humains, des éco-citoyens, donc on observe. Comme toi, on subit des choses. Bien sûr. Et comme nous sommes des artistes, à un moment donné, il faut transformer ça. Toi, ce terroir, il faut le transformer. Absolument. Donc on transforme comment? Soit au cinéma, soit à la télévision, soit à la radio, soit des sketchs, Absolument. soit des chansons. Alors, comme nous sommes dans l'expression, on est tous les 3 musiciens en plus, Bien. on transforme ça avec un papier, une feuille blanche, un stylo, et on y va. Ok. On s'exprime, exprime. C'est-à-dire que c'est primordial
que ça sorte, Mhm. exprime. Donc ensuite, ben, pour faire rire, c'est quoi? Eh ben, c'est une manière d'écrire, c'est aussi un point de vue, Exact. et aussi l'œil. On a un œil. Tous les trois, on est capable de voir les non-dits, les non-vus, le sous-texte. Bien. Tu vois, on voit un couple dans un café qui se regarde, on se dit, tiens, bah lui, il pense ça, tu vois. On Mhm. observe. Et puis, il y a des choses drôles dans la vie. C'est ça. On chope ça et on le transforme avec notre prisme. Et puis, ça donne des sketchs, ça donne des chansons. Mais toujours avec du recul. On adore nos personnages, on Ok. les aime. Mhm. On s'en moque un peu, peut-être, mais moi, depuis tout petit, j'imite les gens, quoi. Mhm. Donc, ça va qu'il y a des mecs qui sont un peu comme ça. Bonjour, madame. Bon, bah, après, on exagère un petit peu, donc il y a un petit côté clownesque. Mhm. On tire la substantifique moelle pour que ça soit drôle. Quand on fait les chasseurs, bon, on pourrait le voir un peu comme ça, tu vois. Et puis, Mhm. bon, bah, les mecs, ils picolent, bon, on picole. Et quand vous faites les rappeurs? Bah, les rappeurs, ouais, tranquille, ça va. Ouais, tu vois, les mecs, ils ont une manière de parler parce que, bon, c'est un langage de la rue, c'est du verlan. Et puis, les mecs, on dirait qu'ils souffrent. Et puis, quand ils parlent, on dirait qu'ils s'engueulent alors qu'ils parlent normalement parce qu'au Maghreb, les mecs, ils parlent fort. Donc, c'est un résidu de tout ça, une coagulation de tout ça pour donner une situation, un personnage. Et- Voilà. Pour ça, on dit qu'on tape juste. Mhm. C'est que, Et comment tu vois, du coup, toi, pour le coup, la scène actuelle qui prend moins de position sur les faits de société, entre autres? bah, je pense que les gens ont peur, Ouais. les artistes ont peur, ils ont peut-être moins de choses à dire, Il marche sur un fil? ils sont moins critiques. Ouais. En plus, c'est une mode de parler de. Des fois, c'est des phénomènes de mode. C'est une mode de parler un peu de. Ouais, ma meuf, ma famille, mon père. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Tu vois, enfin, c'est des expressions, c'est des clichés. C'est vrai qu'on a besoin de renouvellement maintenant parce que depuis 10 ans, c'est one man. Le micro, les mecs qui se baladent un peu comme aux États-Unis, ils font toi du. Ouais. Mais on a besoin d'autre chose. En tout cas, du coup, il y a une banalisation du one man. Et puis tous ne sont pas bons. Mhm. Voilà, à un moment doné, il y a des bons et des mauvais, comme Ouais. des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Absolument. Mais c'est intéressant parce que les gens s'expriment. Puis surtout, la deuxième génération, à un moment donné, avait besoin d'exprimer une douleur, une injustice, la misère, tu vois. Et quand tout ça, ça sort, pourquoi? Parce que on ne fait pas rire avec du bonheur. Tu prends l'émission Les Marseillais, ou les Ch'tis, ou je sais pas, ces émissions de télé-réalité. T'aimes bien? Moi, ça me fait marrer. Mais c'est tellement drôle déjà qu'on ne pourrait pas en faire une critique. Mhm. Parce qu'on ne pourrait pas imiter. Ce qui est déjà drôle, c'est déjà drôle. Mhm. Ils sont déjà très très loin dans la... Donc, on fait rire qu'avec des choses dramatiques. Mhm. Un mec qui tombe avec une peau de banane, c'est drôle. La première vanne, le premier gag visuel, c'est de l'arroseur arrosé. Film muet. Un mec qui se prend un... Pourquoi? C'est comme ça. Comme dirait Smaïn, le rire est le propre de l'homme. Il suffit d'avoir un bon gant de toilette. Oh, belle phase. D'accord. Ok. Et pour le coup, est-ce que les séparations, du coup, sont inévitables? Ben, nous, les inconnus, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Les Beatles ont duré 10 ans. Je te dis ça, mais parce que, ouais, bien sûr, mais je pense à Omar et Fred, Dieudonné, et Elie Semoun, et j'en oublie, hein. Ben, c'est normal, à un moment donné, tu pars de chez toi. Mhm. À 18 ans, tu es majeur. Tu as envie d'autre chose. C'est comme dans un couple, au bout de 30 ans de mariage. Les mêmes positions, les mêmes bisous. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Si tu renouvelles pas l'énergie, si tu n'es pas dans une créativité relationnelle, tu t'emmerdes. Parce que toi, tu bouges. L'autre, il bouge aussi, mais pas forcément dans les mêmes directions. Donc, il faut se retrouver. Pour se retrouver, il faut peut-être, on dit reculer pour mieux sauter, ou être en jachère Mhm. pour... allez, on remet ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes de rock qui se sont séparés, parce que, bon, il y avait aussi beaucoup d'ego. Ah, il faut le dire, ça. Beaucoup d'ego. Pour le cas d'Élie Dieudonné, bah, ça, c'est des problèmes. Moi, j'étais là, parce que je me suis occupé d'eux. Ouais, Je bien les ai sûr, mis en ouais, scène je et j'ai sais. écrit pour eux, au tout début. C'est surtout Dieudonné qui avait envie déjà d'être dans l'entrepreneuriat, monter une société, tu vois. Ok. Il avait une vision déjà. Élie était plus acteur, et puis voilà, un peu plus suiveur, on va dire. Mais Ok. c'est pas forcément. Aujourd'hui, bah, chacun est dans son équilibre. Ouais. Mais s'ils se retrouvaient aujourd'hui tous les deux, ça marcherait autant. D'accord. Parce que les deux, bon, il y a un affect. Et comment, du coup, toi, t'as pris la nouvelle quand DJ et Bernard ont décidé de pas t'inclure dans leur film? Je l'ai mal pris au début, parce qu'au départ, ils m'ont annoncé de brut en blanc
qui voulaient faire un film que tous les deux. Ils m'ont dit, bah toi, tu fumes pas. Je dis, ouais, ok. Et on a envie de faire un film tous les deux, voilà. Je dis, ok. Je dis, il n'y a pas de problème, mais je trouvais ça un peu tôt, juste après le succès des Trois Frères. Je leur ai dit cette phrase. Au lieu de penser à moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Donc, ils ont fait le film Le Pari, qui a très bien marché, qui a fait 3,5 millions, dans l'énergie et la foulée des Trois Frères. Donc, pendant le laps de temps où ils ont fait leur film, je me suis retrouvé un petit peu orphelin. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, du coup? Moi qui étais dans l'énergie du groupe. Je dis, ok, pas de problème. Donc, j'ai monté une société que j'ai appelée Marie Galante Productions. Et j'ai pas arrêté de produire. Donc, j'ai produit Anthony Cavana, Stéphane Rousseau. J'ai mis en scène Arnaud Gidouin, Laurent Ruquier, Pierre Palmade. Enfin, j'ai pas arrêté. J'ai mis en scène, j'ai écrit, j'ai fait une série qui a très bien marché, qui s'appelle Crime en série. J'étais un profiler, un des premiers profilers télévisuels français. J'en suis fier. Non, j'ai fait beaucoup de choses. D'accord. Et après, on s'est retrouvés en 2001 pour Les Rois Mages. Exact. Après, on s'est reséparés. Chacun a fait sa route. Et puis voilà. Donc, on disait, Pascal, là, pour le coup, une séparation, c'est généralement douloureux. Oui, mais nous, on se retrouve. Tu sais, Ouais. on se retrouve. Et à quel moment, en fait, nous, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Pascal, parce que le négatif, entre guillemets, je fais le rapprochement avec la séparation, tu comprends? Oui. Ben, tu l'as transformé en quelque chose de positif, à savoir avec ta casquette de producteur. Ouais. En fait, j'ai été élevé comme ça. Mon père a eu la bonne idée de... Il m'avait dit une phrase un jour que j'ai retenue, parce que mon père avait souvent de belles phrases comme ça, philosophiques. Il m'a dit, quand tu es au fond de la piscine, Ouais. tu te laisses pas noyer, tu tapes au fond de la piscine et tu remontes. Il y a une autre phrase aussi qui est jolie, c'est « l'échec est un diplôme ». Bien. Ok, donc avec toutes ces phrases-là, moult phrases que j'ai entendues, que mon père a clairsemées, parsemées tout au long de ma vie, je m'en suis fait une Bible. Bien. Et je l'applique, et ça marche. Donc, à chaque fois que j'ai un problème, je me dis, OK, c'est quoi, comment je vais transformer ça, comment je vais positiver ça, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, même une séparation amoureuse, c'est un mal pour un bien. C'est vrai. Un mal pour un bien. Et voilà, donc du coup, la vie, c'est ça. La vie, c'est quoi? C'est Dark Vador, et puis tu as le Jedi, c'est noir, blanc, le soleil, la lune. Il y a toujours deux côtés, tu vois, regarde. Donc, je suis en quête d'harmonie toujours, l'équilibre, Bien. toujours. Voilà. Mais c'était pas dur de remettre le couvert justement avec tes deux comparses après la séparation. Je m'étais dit, les gens t'aurais pu aussi le prendre mal. Bien sûr, mais je me suis trahison. Ouais, mais c'était pas, je l'ai pas vécu comme ça. Enfin, au début, oui, au début. Après, je me dis, mais non, ils ont envie de faire un film tous les deux. Pourquoi tu veux leur empêcher? Il y a pas de jalousie à avoir. Enfin, c'est leur problème. Mais je pensais aux gens. Je me dis, et d'ailleurs, les gens me disent, ouais, pourquoi vous n'êtes pas dans le Paris? Pourquoi vous n'êtes pas... c'est dommage. Et c'est ça qui me gênait. Ouais. C'est qu'on me pose toujours la question, pourquoi vous êtes... Je dis, demandez aux deux autres, c'est pas à moi de répondre. Donc ça, c'était une parenthèse dans ma vie, mais qui a été vite résolue et j'en suis plutôt bien sorti. C'est vrai. Ça m'a permis de créer d'autres choses et de parcourir d'autres horizons. Voilà. D'accord. Du coup, j'ai dit tout à l'heure que tu avais endossé la casquette de producteur. Ouais. Anthony Cavana. Ouais. Judo, Eli, Ruquier, Stéphane Rousseau. Qu'est-ce que ça t'a apporté? T'avais envie de redistribuer les cartes? Alors, le hasard a voulu que ça soit eux qui soient venus me voir. Oh. Voilà. C'est jamais moi qui ai été à la pêche. D'accord. Ils m'ont tous dit, on adore ce que tu fais, voilà, en toute modestie, voilà. Je me dis, c'est gentil. On voit la manière dont tu travailles, tu es au service des autres, tu t'effaces, puis tu as le sens de, voilà... l'harmonie en écriture, tout ça. Bref. Donc, le premier, c'était Anthony Cavana. Ok. Je suis allé voir Anthony Cavana à Montréal. Après, on était dans un bled paumé loin de Montréal. Je l'ai vu devant 300-400 personnes faire son show à la québécoise, parce qu'il avait l'accent québécois. Et puis, c'est un copain producteur qui m'a dit, il y a un gars qui est pas mal là-bas, avec une autre copine qui s'appelle Isabelle Roche. Ils m'ont dit tous les deux, il y a un mec qui est pas mal, il a peut-être besoin de venir en France. J'y suis allé, on s'est parlé, on a bouffé ensemble, tranquillou. Il m'a dit, j'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'être connu, j'ai envie de... Je dis, OK. Il n'y a pas beaucoup de blacks en France. C'est pour ça que et t'as du talent. Donc, hop. Donc, je l'ai ramené en France. On a bossé, il est venu chez moi 4 mois. Il habitait à la maison. On a construit un spectacle adapté pour la France. On a fait un showcase au Théâtre du Splendide. Il y avait à peu près 5 producteurs ce jour-là. Tu peux rappeler l'année?
97. Ok. Et les 5 producteurs ont dit « Ouais, il est bon le mec, mais il est black, il est québécois et il n'est pas connu. Ça va être compliqué. » Je dis « Oui, mais il a du talent. » « Ouais, mais ça va être compliqué. » Donc, il y en a 4 qui se sont désistés. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Gérard Louvain, Bien. qui était donc connu à l'époque, producteur à TF1, qui a dit « Écoute, le mec, il est bon. Ce qui me gêne, c'est que dans le spectacle, c'est un peu un fourre-tout. Il y a pas... J'aime bien quand il y a une chronologie. » Je dis « Ok, on va créer une chronologie. » Donc, on a créé une chronologie au niveau temporel. Donc, on est parti Cavana à l'âge de 4 ans, Cavana à 6 ans, 14 Bien. ans, l'adolescence. Donc, on a clairsemé des dates. Ça faisait une armature. On a testé le spectacle à Lyon dans un petit truc qui s'appelle le Boui-Boui. Il y avait 100 places. Mhm. J'ai dit à Gérard Louvain, viens, je t'emmène en TGV à Lyon, le voir maintenant. Il s'est mis au fond à côté de moi. Il a vu le spectacle pendant 1h30. Il a dit, ouais, il est bon le mec, prometteur. Et on a signé tout de suite. Ok. Et après, Et quelle est ta relation avec lui aujourd'hui, entre autres? elle est un peu plus distante parce que Cavana, il y a eu up and down dans sa vie privée. Il a perdu son père, après il a perdu sa mère. Enfin, c'était compliqué. Enfin, sa mère d'abord et son père ensuite. Il a eu un enfant, un deuxième enfant. Il s'est marié. Après, son spectacle a marché. L'autre qui a moins bien marché. Donc, up and down beaucoup dans sa vie. Et donc, il est reparti à Montréal. Donc, on s'appelle de temps en temps. On a une relation plutôt amicale et douce, mais pas assidue comme à l'époque, parce que chacun sa life, quoi. Bien sûr. Mais on a un lien indéfectible, effectivement. Parce que le jour de son anniversaire, il était à l'Olympia. Je me rappelle que Gérard Louvain avait dit « Bon, on va faire une représentation à l'Olympia. » Je dis « Non, faut en faire 3 ou 4. » Pascal, c'est chaud, quoi. Est-ce que le monde va venir? Je dis « 4. » Il a fait les 4 blindés à l'Olympia. Et c'était le jour de ses 30 ans. D'accord. C'était génial. Je voyais des interventions de certaines personnes que tu as produites, hein, et qui te qualifiaient comme étant un mentor. Ça te fait quoi, toi, de recevoir cet éloge? Moi, déjà, j'étais content de travailler avec eux, de partager une aventure humaine et artistique. Ensuite, ce qu'ils se disent de moi, écoutez, ça leur regarde. Moi, je suis flatté. En tout cas, je suis quelqu'un de droit, d'honnête. J'ai jamais mis mon nom en avant. J'ai jamais tiré la couverture. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est le chemin à parcourir pour aller au but. C'est pas le but qui m'intéresse. C'est tout le parcours. Comme dans un couple, c'est pas le fait d'être marié. Bon, t'es marié, ok, ça va, c'est bon. Non. Et après, il y a tout un boulot à faire. C'est clair. Pour que ça se passe bien. Et j'adore ce travail-là. Travailler sur le terreau, faire grandir les gens. En fait, j'aurais pu être prof ou manager ou, tu vois, ou transmetteur, tout simplement. Bien sûr. C'est ce que je suis actuellement parce que, bon, j'ai eu moins d'ego qu'avant. J'en ai toujours un petit peu, mais j'adore accompagner. Mhm. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de masterclass dans des écoles de cinéma. Bien. Dans plein de cours de théâtre. J'adore transmettre. Voilà. Donc, des fois, je fais des conférences. Ça m'arrive, on me demande. Je vais dans des entreprises aussi. D'accord. Voilà. Et pendant 4 heures, j'explique mon parcours, quelques clés que j'ai utilisées qui ont été favorables à une réussite. Mhm. Voilà, et moi, ça me plaît de voir les gens faire « Ah ouais, j'ai testé votre truc, putain, ça marche. Bien. Ouais, je suis content. » Parce qu'on va tous crever un jour. Bon, on le sait bien, mais après, de garder pour soi les choses, ça sert à rien. Évidemment, le donner à ceux qui méritent. Évidemment. Bien. Tu as complètement raison. Et je te rejoins là-dessus. Et vivre de sa passion. Ouais. T'as un mot là-dessus à nous dire? La passion, c'est quoi? C'est l'essence. C'est l'essence dans la voiture, quoi, qui te fait avancer. Mm-hmm. Tu as toujours mis, je voyais dans différentes interventions que tu as pu faire, tu as toujours mis la passion au détriment même de l'aspect financier, toujours. l'aspect pécunier. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais des choix mercantiles et financiers, j'étais pas heureux. Ah ouais? Non. D'accord. T'as beaucoup de thunes, ouais, t'es blindé, t'es riche, mais t'es pas heureux. Je vois pas l'intérêt, quoi. Ok. Je préfère être heureux et gagner moins d'argent qu'être blindé et être malheureux. Enfin, c'est une équation classique. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui adorent beaucoup de thunes et ils sont malheureux, ils continuent. C'est clair. Ils sont un peu maso. Non, tous mes choix étaient artistiques ou des choix de cœur, souvent. Bien. Je regarde un texte, même si j'ai 3 phrases, hein, je me dis, ouais, ça vaut le coup, je vais m'éclater là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelle 9 mois, où j'avais 6 jours de tournage. Ok. Et je faisais un gynécologue débutant. Et la scène de fin fait partie des 50 meilleures scènes de comédie du cinéma français.
le hasard. Hein. Bah, je suis content. Pourtant, j'avais que 6 jours sur ce film. J'ai pas dit, ouais, j'ai que 6 jours. Pourquoi j'ai pas le rôle principal? Ouais. Pourquoi j'ai pas 20 jours? Je m'en tape. Ce que j'aime, c'est la qualité, non pas la quantité. Ok, bien. Bien, bien, bien. Ok. Akumu, Akumu. tu sais ce que c'est? Vas-y, dis-moi. J'ai un coup de mou? Akumu, j'ai un coup de mou. En fait, c'était la réplique dans Black Micmac. Oui, et t'as pardon. répondu, Oui, je oui. sais pas, chef, c'est du patois. Oui, Ah, c'est ça. ah, mais Oui, tu te oui. rappelles même plus. Si, si. Maintenant que tu me remémores, ouais. C'est ça, c'est là-dedans. Hein. C'est loin derrière. Oui, oui, Akumu. Oui, je me rappelle. Hein, quoi? Oui, je me rappelle ça, il y a Akumu. Pascal, je disais, tu redistribues les cartes. On t'a vu, et les gens ne le savent pas forcément, mais t'es en Guyane, t'es allé visiter les enfants malades aussi dans les hôpitaux. Oui, bien sûr. Tu mais- vois mais quand j'étais gamin, j'étais clown dans les hôpitaux. Oh, d'accord. Quand j'avais 19-20 ans, j'étais clown avec mon cousin Victor et mon frère. Et même mon père m'a accompagné. Je faisais l'automate, je faisais le clown, je jouais de la guitare. J'ai un spectacle avec même un copain qui s'appelle Eric Sivagnan, qui est maintenant metteur en scène. Mhm. On a fait quelques hôpitaux pour que, voilà, Bien. toujours le don de soi. Parce que je m'étais dit, si ça m'arrive, moi, Bien. d'être handicapé ou aveugle ou malade, ça m'aurait bien fait plaisir d'avoir quelqu'un qui me divertit. Mhm. Excellent. C'est tout. Excellent. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement. Exactement. Et comment t'expliques qu'on t'ait tapé, quand vous êtes tapé un peu sur les doigts quand on vous a vu dans Les Enfoirés? Alors ça, c'est la bêtise humaine, hein, je veux dire. Tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Mhm. Des grosses légumes et des petits concons ombreux. Non, il y a des gens qui sont pas gentils, on va être polis, qui sont pas gentils, qui t'en veulent d'avoir fait une belle action. Et je trouvais ça, et d'ailleurs j'ai répondu sur Internet, mais j'arrête maintenant parce que Ouais. ça m'a voulu des foudres. Les réseaux sociaux, c'est terminé, à part Ouais. Instagram, où je suis régulièrement, parce que c'est un truc qui est plutôt clean. Mais Twitter, Facebook, tout ça, Mais tu me follow même pas sur Instagram. j'ai pas eu le temps. Parce que, non, mais tu as raison, mais évidemment, je vais le faire. Parce que quand tu es arrivé tout à l'heure, j'étais sur ton Insta et j'étais en train de regarder quelques interviews. Parce que comme j'étais en tournage il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de. non, je te taquine. Mais t'as raison, non, mais de toute façon, je suis obligé de te suivre. Ouais. maintenant. Ah oui, je suis obligé. On rigole, on rigole. Ouais, Ouais. mais c'est sérieux. C'est bien. Et on parlait de quoi là Sur les réseaux. Oui, les réseaux. Donc, T'as dit que t'as arrêté oui. d'interagir. Non, de... c'est terminé parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas intelligents, qui sont pas cultivés, qui te jugent de quoi. Nous, on a fait ça gratuitement. On s'est réunis pour la première fois depuis des années pour une œuvre caritative. Et t'as des connards qui ont dit ouais, alors comme ça, vous cautionnez ce marasme, voilà, populaire de chanteurs qui se la pètent, qui ont de l'ego, qui ont de la thune. Mais sinon, on a fait ça pour que les gens puissent manger, Bien sûr. avoir des repas gratuits. Donc fermez vos gueules, quoi. à un moment Est-ce que tu donné, penses que tu étais ça même va. obligé de dire que vous n'avez pas touché de cachet, etc. Est-ce que tu étais vraiment obligé de rentrer dans les détails? Ben, je le ferai plus. Ouais. Mais c'est mon. Mhm. Tu sais, c'est ma fierté. Ouais. Tu sais, comment expliquer ça? Mais c'est normal, tu fais un truc super gentil et t'as un mec qui dit pourquoi tu fais ça? T'es un connard? Mais non, ça a été transformé, pas compris. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en face sont pas intelligents et puis ils sont obtus. Voilà. Mais je m'en fous, maintenant c'est terminé. Ça m'intéresse pas. Je m'adresse à ceux qui comprennent, qui sont clairvoyants. Et voilà. Comment peut-on penser que nous, les inconnus, on fait ça pour. C'est clair. Tu vois, c'est juste C'est ça. clair. Juste ça. C'est Ouais. clair. On a fait beaucoup de bien Bien sûr. et les gens nous renvoient du mal. Pas tous. Fuck. Pas tous. Et je sais bien. 50-50. 50-50. Akumu, akumu. Pascal, redevenons sérieux. Mais moi, avec moi, ça va être difficile. Avec moi. Là, je suis sérieux, mais putain, Ouais, j'aime ouais. pas être sérieux. Mhm. Ça m'intéresse pas. Allons. Mais je peux dire des choses sincères et graves, mais non sérieusement. Ça m'arrive. Et il faut d'ailleurs. Ouais, La vie est déjà trop dure. Hein. c'est vrai. Ta relation avec l'Arménie. En 2019, tu as été parrain du Phonéton. Tout à fait. Tu vois. Bah, Ça, si. les gens ne le savent pas forcément. C'est pas très grave. Mais on est là pour en Eh parler. ben, vous qui nous voyez, j'étais aussi parrain du Phonéton arménien. Excellent. Ben parce que je me devais de cautionner cette cause qui est une belle cause, parce que l'Arménie, c'est un petit pays de 3 millions d'habitants. Au regard de certains, il y a eu un génocide de 1,3 million qui n'a pas existé, que le gouvernement, je fais un distinguo, que le gouvernement turc renie,
alors que c'est grâce au génocide arménien que Hitler a fomenté le génocide des Juifs et qui a construit les camps de concentration. C'est sur le modèle turc que les camps de concentration ont été. Donc, de dire oui, non, ça n'a pas existé dans les livres d'histoire, je trouve ça dur pour les Arméniens encore vivants. Et qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes de territoire, c'est compliqué, sachant que les Arméniens sont 3 millions et en face, ils sont 90 millions. Je crois que c'est une guerre de religion. Parce que c'est un petit pays chrétien qui est là, dans une enclave, et autour, c'est que des musulmans. J'ai rien contre les musulmans, moi, je m'en fous. Je m'en fous de la forme. Au contraire, moi, j'ai des amis turcs. J'ai des très bons amis turcs, donc ça ne veut rien dire. Je m'en fous de tout ça. C'est juste de... Pourquoi faire du mal, quoi ? À quoi ça sert de... Donc l'Arménie, bah, évidemment, je cautionne... parce que c'est eux les... c'est eux les plus mal lotis. Donc je suis du côté du plus faible. Donc pendant 1 an, j'étais parrain, donc j'étais dans plein de villes en France pour parler du phonéton, pour essayer de trouver des fonds et pour apporter de l'eau, de l'électricité, des vêtements, des médicaments à un pays qui est né il n'y a pas très longtemps. La République d'Arménie est née il n'y a pas très longtemps, donc voilà. D'accord. Et du coup, il y a dans le showbiz, un petit peu, il y a une belle communauté arménienne. Très très belle. Tu vois. Donc, est-ce que eux, tu vas pas parler en leur nom, pardon, mais est-ce que tu sens que Oui. tout le monde est... Ah oui, il y a une vraie solidarité entre nous. Oui. Il y a eu plus de 170 millions d'euros qui ont été récoltés dans le monde entier par la diaspora arménienne. Parce qu'il y a des gens très importants et très fortunés chez les Arméniens qui ont des postes très, très, très haut placés. Et en France, il y a eu plus de 2 millions qui ont été récoltés cette année. Moi, l'année dernière, j'ai récolté 1,3 million. Enfin, nous avons récolté 1,3 million. Mais cette année, à cause de la guerre qui a sévi il y a quelques semaines, il y a eu 2 millions de récoltés. Donc, il y a une vraie solidarité qui s'est coagulée naturellement. Et c'est la mère patrie. Puis moi, l'Arménie, c'est du côté de ma mère. Donc c'est l'aspect maternel. Je ne peux pas renier ça. C'est impossible. Oui, on est tous... Puis on se voit de temps en temps. On est tous copains. Voilà. D'accord. Il y a Madénian, Manoukian, enfin tous les Yans, Evian, Abonessian. Bien sûr. D'accord. Pascal, dis-moi, et c'est quoi ton rapport avec les Antilles ? Je sais que tu es très attaché, tu y vas régulièrement, etc. Mais je voulais savoir, est-ce que tu avais des assos ? Est-ce que tu étais parrain de certaines fondations ? Alors, aux Antilles, évidemment, j'ai une affiliation naturelle qui est de par mes parents paternels. Ma grand-mère Darling, mon grand-père était guadeloupéen, ma grand-mère était martiniquaise. Donc déjà, à ce niveau-là, il y avait un métissage. Et mon arrière-grand-père était député et maire de Pointe-à-Pitre. C'est pour ça qu'il y a un boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre. Il y a la Poste Légitimus, bref. Il y a aussi encore des terrains. Et le fief de la famille, c'est Marie-Galante. Et c'est là-bas que je vais souvent, parce qu'en Guadeloupe, j'y vais de temps en temps, mais c'est vrai que Marie-Galante, il y a un côté plus paisible, plus local, plus roots. Et c'est vrai que les gens m'embêtent un peu moins, parce que quand tu es connu, c'est compliqué d'avoir une vie normale. Mais les Antilles, j'œuvre différemment. Je fais moins d'actions humanitaires, je fais plus d'actions artistiques. C'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelle L'Anti-sur-Scène, que j'ai aidé Anthony Cavana, que j'ai aidé Élie et Dieudonné, que j'aide comme ça J'ai aussi aidé un groupe qui s'appelle Jack and Pat, qui étaient 2 humoristes guadeloupéens. Donc, j'aide d'une manière visuelle et, on va dire, représentative. Et l'Arménie, c'est plus d'une manière caritative. Comme ça, j'ai 2 énergies qui ne se mélangent pas. D'accord. Ok, très bien. Je voulais parler... j'aide. Le but, c'est pas d'aider, mais en tout cas, je cautionne et j'essaye d'accompagner la diaspora à forte pigmentation. C'est important. Et tu penses quoi, là ? Il y a des actrices telles que Aïssa Maïga, entre autres, etc., qui se lèvent en ce moment pour dire que voilà, le cinéma, entre guillemets, afro... Moi, la représentativité est moindre. Exactement. Le problème, c'est que j'en pense quoi ? Je suis un peu comme elle. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de problème, on n'en parlerait pas. D'accord. Donc si elles en parlent, c'est qu'il y a un problème. Et il est vrai que le cinéma français, la culture française, n'est pas très métissée. Elle ne représente pas la société française telle qu'elle existe actuellement. Et c'est dû à quoi ? Je pense que c'est dans les mentalités de certaines personnes qui sont frileuses et qui ont peur, tout simplement. Voilà. D'accord. Toujours la peur.
La peur est pire que le mal. C'est pas faux. Donc, il y a des gens qui pensent à notre place. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, sur un casting, on m'a dit « Ouais, on adore Pascal, mais il est trop typé pour le rôle. » Ça Wow. voulait dire que si j'étais le mari d'une femme blanche, mes enfants, il faut qu'ils soient un peu colorés, alors que ma fille, elle n'est pas du tout colorée, elle est blanche, alors, elle est typée, elle a les cheveux bruns, les yeux noirs, mais bon, bref. Ouais, mais donc du coup, ça serait... Ouais, ils ont peur. Mais de quoi ? En Angleterre, moi, ce qui m'avait frappé positivement, c'est un film de Kenneth Branagh, qui était une adaptation de Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien. Le héros, c'est Denzel Washington. Et le fils de Denzel Washington, c'est Keanu Reeves. Oh, Il n'y a pas de problème. bien sûr. L'histoire est racontée telle qu'elle. Tu te dis pas, ouais, mais ça... Il y avait des cow-boys noirs. Mhm. Il y avait des pharaons noirs, il y avait des gladiateurs noirs. Enfin, je veux dire, puis noir, pourquoi noir ? Je veux Ouais, dire, c'est moi, je dis vrai. jamais blanc. Quand je dis quelqu'un, blanc. Il y avait des êtres humains, C'est vrai. voilà, qui étaient, on va dire, typés. Je trouverais d'autres mots, peut-être. Mais j'aime pas dire black ou noir. Je trouve ça... Mhm. noir, c'est noir, tu vois. Mais moi, je suis pas... Enfin, tu vois, bref, Mhm. c'est débile. Enfin, vous m'avez compris. Mais tout ça pour dire qu'il y a encore des... On avance, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'actrices de premier plan. Alors, Et toi, à ton échelle, tu vas pas enfiler ta cape du super-héros, bien sûr que non, mais je veux dire, moi, en tout cas d'un point de vue extérieur, je pense que, est-ce que tu n'as pas des relations qui peuvent te permettre des fois de faire passer certains messages? Si, mais moi, ça fait des Je années comprends. mais moi, je le fais depuis des années, donc et encore, moi, je travaille, j'ai pas de souci, mais ça fait quoi, 40 ans, 45 ans que je travaille, et ça fait 45 ans, et mon père a fait le même travail, Bien sûr. ma grand-mère aussi, qu'on balance des messages subliminaux pour Oui, expliquer qu'il faut absolument. une égalité en tout. Mhm. Mais même dans la vie civile, c'est comme ça, à diplôme égal et à couleur différente, c'est le plus clair qui gagne. C'est clair. Et les femmes, ça va, encore c'est pire. À travail égal, poste égal, la femme a un salaire moindre. Pas normal. Pas normal. Donc il y a des problèmes, pas que chez les noirs oui, artistes. non. Je crois que c'est la société française qui est faite de gens qui ne sont pas compétents, qui sont des compéteux et qui ont le pouvoir et qui pensent d'une certaine manière et qui sont encore ancrés dans des dogmes vieux. Mhm. Voilà. D'accord. Des trucs de bourgeois. Enfin, je pèse mes mots, je dis bourgeois, c'est pas le mot, mais qui sont dans des cris. Enfin bref, vous m'avez compris. Je trouve pas mes mots pour expliquer ça, mais c'est voilà, des personnes D'accord. qui sont pas éveillées. Voilà. Et dans tout ce que tu viens de dire, je reprends le terme compéteux. Ok? Ouais. On va faire une transition avec ton livre. Oui. L'alphabétisier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que contient ce fameux livre? Alors, ce livre, il est sorti en novembre 2019. Mhm. Il a bien cartonné. Confinement, il y a eu un petit arrêt. Après, il s'est vendu par Internet. Et c'est un livre qui redémarre tout le temps parce qu'en fait, les gens me demandaient au départ, mais c'est une biographie que vous avez fait ? Non, c'est un livre de philosophie, mais drôle, d'humour. Et dedans, il y a des chansons, il y a des textes, il y a des sketchs, il y a des points de vue. Il y a une lettre à monsieur Raymond Santo, tu vois, j'ai fait sur l'écologie. Il y a des jeux de mots, il y a des fausses maximes, des fausses épitaphes, il y a des détournements. Je prends le mot, par exemple, dépôt-ventre. C'est une mère porteuse. Un désaccord, c'est une mésentente physique. Donc, tu vois, on est un peu dans la lignée avec mon camarade Gilbert Join, camarade journaliste, un peu dans la lignée d'Alphonse Allais, de Pierre Dac. C'est-à-dire que la langue française bouge, elle move, elle mute. D'ailleurs, le 9-3, le 9-5, le 9-6, voilà, a apporté la langue arabe. Les Allemands ont apporté. Bien sûr. Donc, la langue française bouge tout le temps. Exact. Donc, nous, on l'a fait bouser artistiquement pour faire rire les gens, mais en même temps pour les faire réfléchir. Donc, regarde, un truc qui est tout bête, la parole est d'argent et le silence endort. Bien. Mieux vaut ternir que pourrir. Tu vois. Toutes les gousses sont dans la nature. Un train vaut mieux que deux qui déraillent. Et c'est que ça. Alors après, il y a une logique féminine. Un arrêt, une arrête. Un
un as, une assiette. Donc tu trouves le féminin. Donc, tu peux faire des jeux Bien. comme ça. Un creux, une crevette. Voilà. C'est un truc pour jouer, réfléchir. Soit tu rigoles, soit tu te marres, soit tu réfléchis, soit tu souris. Donc c'est un livre qui me représente assez bien, tout simplement. C'est un livre philosophique avant tout, comme je l'ai déjà dit. Et le but, c'est que les gens puissent s'égayer, s'amuser. Alors évidemment, ça se vend tout le temps. Tu peux l'acheter pour la Saint-Valentin, pour les fêtes de Noël, peu importe. Mais c'est un livre de transmission. Il y a toute ma philosophie là-dedans. Bien. C'est comme un testament, Ok. mais qui dit la vérité. Testament, D'accord. qui dit la vérité. Voilà. C'est que ça. Tout C'est le temps. bien. Et pour terminer, il y a un livre, la philosophie de bouquin, c'est dans la vie, c'est une question de choix. À la naissance, c'est biberon ou sein. À l'adolescence, c'est orange ou SFR. À 30 ans, c'est Mac ou PC. Quand on meurt, c'est sapin ou chêne. Oh. Voilà. Toi, Ok. donc, Ok. Et cet amour-là pour la langue de Molière. en fait, j'ai été éduqué comme ça. Mon père m'a fait aimer les mots, mais j'aime les mots pour dénoncer les mots. MAUX. MAUX. Voilà, Ok. tout simplement. Bien. C'est ma philosophie. Et je travaille avec ma plume. Ouais, bien. Je signe comme Zorro. Un Z qui veut dire Zorro. Et ça t'a pas, ça t'est jamais venu à l'esprit, pardon, d'écrire pour des gens? Ben, j'ai écrit pour des gens déjà. Ouais. Je suis jamais été un nègre, tu vois, nègre. Mais j'adore écrire pour les autres. Bien Ouais, sûr. ouais. Je l'ai souvent fait. Pardon. J'ai souvent écrit pour les autres. Tu peux J'adore sortir ça. des noms parce que parfois c'est tabou. Anthony Cavana, j'ai écrit pour lui. Mhm. Élie Dieudonné, j'ai écrit des sketchs. Le fameux Bien. sketch Cohen et Bocassa où ils s'envoient des vannes racistes. Oh. C'est moi qui ai initié le sketch. Même D'accord. qu'au début, ils avaient peur. J'ai écrit pour Arnaud Gidouin. Non, pour beaucoup de gens, Bien. j'ai écrit des pièces de théâtre. J'ai écrit... Excellent. Vous allez sur mon Instagram, il y a des informations. Et surtout, vous allez sur mon site pascallegitimus.com. Ça m'évitera de parler. Le message est passé, Pascal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, ça va. Hmm. Mais j'espère que l'environnement soit meilleur. D'accord. Que les gens soient plus dans le love et moins... Bref, faites l'humour, pas la guerre. Donc, c'est ce que je souhaite à tout le monde. En tout cas, le message est passé. Merci, Pascal, d'avoir accepté Merci. l'invite. Merci, ça fait du bien de parler comme ça. Ça fait du parce que bien. C'est pas une confession, mais Une des fois... thérapie. Ouais, on n'a rien à vendre. Ah, bon, peut-être ça, Non. mais à la fin. Mais surtout, c'est l'échange, voilà. La transmission, c'est super important. C'est cool. En tout cas, encore une fois, merci. C'était le chairman qui est 500 avec l'homme que l'on nomme Pascal Legitimus pour We Hustle. Peace. Peace. Ah, d'ailleurs, tiens, à propos de peace, je vais bientôt y aller. On la garde celle-là. On la garde celle-là. Je vais te checker comme ça. Voilà. We hustle, baby.